une actualité qui bat son plein actuellement au Cameroun, c'est bel et bien celle autour du remplacement au sommet de l'État. Vous voulez gré à gré, avec la visite bien évidemment du président français Emmanuel Macron, arrivé hier soir à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène et reçu par le Premier ministre camerounais Joseph Diangoute. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre. Nous recevons Vincent de Poliédé, homme politique et conseiller municipal dans la 3e. Bonsoir Vincent de Poliédé. Bonsoir Abdel et merci pour l'invitation. Comment se porte le PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale? Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, vous l'avez dit, se porte très bien. C'est vrai que j'allais d'abord commencer par dire que le président Emmanuel Macron est au Cameroun, une première après qu'il soit fraîchement élu en avril 2022. Oui, nous l'avons accueilli hier, le peuple camerounais, Oui. s'entend, l'a accueilli hier et je crois qu'il s'en ira là tout à l'heure. Justement, vous avez été suspendu, ça fait plusieurs mois, des plateaux télé, après que vous avez fait un passage sur le plateau de télévision de Equinox. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire réellement pourquoi vous avez été suspendu? Alors, ce que je veux vous dire, c'est que je suis militant du PCRN, je le réaffirme. Oui. Je partage l'idéologie du PCRN, je le réaffirme ici. Oui. Et je soutiens celui qui l'incarne, le président Cabral Libye. Pour ce qui est de ma suspension, vous m'excuserez de ne pas m'étendre là-dessus parce que il y a une procédure qui est pendante, n'est-ce pas, au niveau du parti. Et le président a convoqué une réunion pour jeudi, au cours de laquelle ce sujet autour de la communication du parti va être évoqué. Donc je ne souhaiterais pas m'étendre là-dessus. Alors, avant de poursuivre, nous aimerions quand même que vous essayiez d'éclairer les lanternes des nombreux téléspectateurs qui sont en train de regarder en ce moment, que vous leur disiez réellement quelles sont les bribes, l'objet de cette suspension. Non, comme je vous l'ai dit, je ne reviendrai pas là-dessus. Il y a une correspondance qui a fuité, Oui. qui s'est retrouvée dans les réseaux sociaux et qui avait toutes les informations y afférentes. Donc, Oui. je ne reviendrai pas là-dessus. Alors, de qui vient cette suspension? d'Armand Ocol qui gère la communication nationale ou de Christian Diop qui gère la communication sur le plan régional, ici à Douala, dans le littoral? Pour la 3e fois, je vous dirais que je ne reviens pas là-dessus parce que l'affaire est pendante au niveau du parti. Justement, on ne refuse pas, l'affaire est pendante au niveau du parti, mais vous pouvez quand même, un temps soit peu, dire quelque chose aux téléspectateurs relativement à cette suspension, parce qu'il s'agit quand même d'un parti qui est appelé à diriger le Cameroun. Un jour ou l'autre, on ne sait jamais. Mais ce que je peux dire, c'est que chaque organisation a ses règles. Et il n'y a pas de super militant, oui, fût-il un élu. Alors si à un moment donné, le parti estime que l'un de ses cadres, l'un de ses militants, l'un de ses communicants a enfreint les règles, c'est tout à fait normal qu'il soit sanctionné. Donc, et ça a été le cas avec moi. Donc je vous ai dit, pour le reste, je ne souhaite pas en parler. Bon, est-ce que vous particulièrement, vous reconnaissez avoir fait un gaffe? Je vous dis que ce n'est pas à moi de reconnaître, mais si le parti estime que... Si vous êtes accusé, c'est parce que vous auriez certainement fait quelque chose qui va à l'encontre je vais dire, du règlement interne. Mais je n'ai pas été accusé, j'ai tout simplement été suspendu, sanctionné. Et cette sanction, je dis que oui, si le parti a estimé, et c'est le cas, que j'ai enfreint les règles, il était tout à fait normal que je sois sanctionné. Donc, voilà. Et je vous ai dit qu'il y a une réunion qui a été convoquée au cours de laquelle les différentes questions vont être évoquées autour de la communication de notre parti. Alors, en amont de cette réunion qui se tiendra bien évidemment jeudi, nous aimerions vous poser cette autre question. Monsieur Vincent de Paul, quels sont vos rapports avec Monsieur Christian Diop? C'est un camarade du parti. C'est un cadre du parti, c'est un responsable du parti. Oui. Et nos relations sont tout ce qu'il y a de plus normal qui rentre dans ce cadre-là. Nettement? Oui, absolument. Il faut rappeler que vous avez démissionné de la team de communication. Mais c'est juste un organe parmi tant d'autres à l'intérieur du parti. Et je reste membre de plusieurs autres organes. Je vous rappelle qu'il y a le congrès qui est en préparation et je suis donc dans les commissions. Alors, donc, quel est le fondement de cette décision que vous avez prise, celle de démissionner de la team de communication? Pour la 4e fois, je vous dirais que je ne reviendrai pas là-dessus. Je vous l'ai déjà dit. Nous parlons maintenant plutôt de votre démission de la team de communication et non de la sanction qui vous a été appliquée. Ce sont les conséquences de cette sanction-là, tout simplement. Tout simplement? Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas une manière de
parti du pays, du parti, petit à petit, comme qui dirait? Ben, c'est comme si je savais que vous me poseriez cette question. C'est pour ça que j'ai tenu à réaffirmer dès l'entame de cet échange que je suis bel et bien militant du PCRL. Je partage son idéologie. Je soutiens celui qui l'incarne. Voilà. Alors, vous allez excuser la répétition sur cette question, mais c'est justement parce que nous aimerions éclairer les lanternes de nombreux téléspectateurs qui sont en train de regarder et qui veulent en savoir un peu plus sur cette affaire. Et je vais rappeler également sans aucune forme de concession que vous êtes l'un des vaillants soldats du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Je fais comme vous voir très souvent sur les plateaux de télévision. Alors Merci. maintenant, sur la même question, je veux poser la question de savoir, est-ce que Cabral Liby, l'honorable bien évidemment, s'est prononcé sur ce sujet? Je venais de vous dire qu'il a convoqué une réunion avec l'ensemble de son équipe pour voir un peu clair là-dessus. Oui. Voilà. Alors, nous avançons sur la toile. Il y a cette manière de faire la politique entre les militants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale et ceux du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui se voient toujours en chien de faïence. Qu'est-ce qui peut expliquer ces écarts de langage et de haine, sachant que le véritable adversaire de l'opposition, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Sur la toile, on voit des messages qui sont écartés, des messages qui ont des manquements, des messages qui ont des limites d'expression et autres. Qu'est-ce qui peut expliquer cela en tant que militant du PCRN? Non, on peut observer que cette façon de procéder au niveau des réseaux sociaux, n'est-ce pas, date de la veille des élections de 2018. Oui. Et avec une montée en puissance de la violence au niveau des réseaux sociaux qui, de temps en temps, baisse et regagne en intensité en fonction de l'actualité de l'un ou de l'autre parti, en fonction de l'actualité même du pays. Si on peut regretter à un moment donné qu'il y ait des débordements, on peut également dire que c'est aussi l'apprentissage de la démocratie, c'est l'utilisation des réseaux sociaux qui peut être mise en question ici par les différents intervenants là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas conscience que cette façon de fonctionner sont de nature à crisper l'atmosphère politique? Mais je voudrais faire observer qu'il n'y a pas que les militants de ces deux partis qui se livrent à cette activité. Même ceux du parti au pouvoir, même ceux de d'autres partis également, et même ceux qui n'affichent pas leur appartenance à une formation politique se livrent également à ce genre d'activité. Et il n'y a pas que sur le champ politique que l'on observe cela, il y a cela dans plusieurs autres domaines. Et d'ailleurs, il y a un cas tout récent, oui, n'est-ce pas, d'une jeune dame qui a été qui est rentré dans les mailles de la justice justement à cause de cette mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Oui, je veux m'appesantir dessus parce que, sans toutefois faire des fleurs, il est reconnu de notoriété publique que c'est le PCRN et le MRC qui sont les plus en vue sur la toile en ce qui concerne les échanges autour de la politique. C'est la raison pour laquelle je pose cette question. Est-ce que ce n'est pas de nature à rendre insalubre l'environnement politique avec des écarts de langage sur la toile? Oui, mais je dis que si on observe très bien, oui, il y a quand même un ressaisissement que l'on peut observer depuis un certain temps. Les attaques ne sont plus trop frontales. Maintenant, c'est beaucoup plus des railleries. Oui. Et nous espérons que pour finir... c'est une tactique politique aussi, les railleries? On peut comprendre. Ce sont des concurrents politiques et c'est les meilleurs ennemis. Ah bon? Très simplement comme ça. C'est ce qu'on peut constater. C'est ce qu'on peut constater. Alors, entrons de plein fouet dans le sujet de ce soir avec la visite du président français Emmanuel Macron. Oui. Alors, quelle est la lecture que vous faites en tant qu'homme politique de cette venue au Cameroun? Déjà que le cabinet civil et la présidence du Cameroun nous fait comprendre que c'est une visite officielle et non une visite d'État. Alors, ce que je peux constater, c'est que... pendant cette visite, on s'est bien rendu compte que la France est venue et elle a réaffirmé. La démarche est stratégique. Le Cameroun s'inscrit dans une certaine mesure dans un déploiement géostratégique. Oui. Et vous avez vu, même dans le rendu de leurs échanges, il n'y a pas grand-chose qui a filtré. On est resté sur des grandes notions. Mais nous savons qu'au fond, il était question pour la France. Il est d'ailleurs question pour les grandes puissances ces derniers temps de se rassurer de
du soutien, n'est-ce pas, de ceux qu'ils estiment être leurs partenaires d'hier. Et dans le cadre de la relation entre la France et le Cameroun, on a bien entendu qu'il était question d'un réchauffement. C'est-à-dire qu'il y avait un certain froid entre la France et le Cameroun. Mais je pense également qu'au-delà de cela, cette visite avait également une portée économique. Parce que, vous le savez très bien, et ça a été dit, la France est partie de 40% de part de marché à 10%. Et ça ne fait que s'effriter. Donc, la France veut se ressaisir, elle veut revenir, n'est-ce pas, au devant de la scène pour ce qui est du plan économique. Justement, vous dites que la France veut se sentir encore plus proche du Cameroun. J'aimerais vous poser cette question. Comment avez-vous trouvé le propos d'Emmanuel Macron dans lequel il essaie de jeter les pots de banane sur la Russie? Ben, c'est la rhétorique. C'est ce que nous entendons chaque jour. C'est le discours qu'ils tiennent dans leurs médias, c'est le discours qu'ils tiennent à leur population. Et c'est regrettable parce que je pense que c'est un dérapage. Oui. On ne peut pas continuer à infantiliser les peuples africains. Ce n'est pas à un président français de venir dire aux Africains et aux Camerounais en plus, dont il flatte, dont il apprécie l'intelligence, dont il apprécie la jeunesse qui est dynamique, qui est bien éduquée. Ce n'est pas à nous qu'on viendra dire que la Russie, c'est un discours... non, ce n'est pas à nous qu'on devrait dire ça. Nous sommes assez grands, nous sommes assez matures pour pouvoir choisir nos partenaires. Donc, ce n'est pas à la France de venir nous dire ce que la Russie nous fait. Nous avons les capacités de lire, n'est-ce pas, de définir ce que nous voulons avec nos différents partenaires. Alors, si dans le cadre des accords militaires, le Cameroun arrivait encore à faire des petites concessions à la France, quel commentaire que vous pourriez apporter à cela? Le Cameroun, à ce que ça jusqu'à présent, a plusieurs accords militaires, dont celui avec la France, qui est le plus ancien. Oui. Il y a celui avec la Russie, dont on parle tant, qui a juste été renouvelé. Renouvelé, bien évidemment. Voilà, donc il y en a d'autres comme ça. Il y a nos compatriotes qu'on forme en Israël, vous le savez très bien. Il y en a qu'on forme dans les pays comme le Portugal. Il y en a qu'on forme même en Inde et partout ailleurs. Donc, je ne vois pas un problème particulier là entre la France et le Cameroun pour ce qui est de la coopération militaire. Et là-dessus, d'ailleurs, il a insisté, il a ressorti une demande de formation, n'est-ce pas, de nos éléments par l'armée française. Donc, est-ce que vous pensez tout le temps qu'il faudrait que les Camerounais se rabaissent à ce niveau, de manière à toujours aller recueillir des formations militaires chez les étrangers, et qui plus sont les Européens? Les formations sont multiformes. Oui. Les formations sont multiformes et de temps en temps, il faut bien, pour certains aspects de formation, passer par ces puissances-là. Donc, les mêmes militaires sont formés par 5, 6, 7 écoles, oui, par 5, 6, 7 pays. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. De mon point de vue, bien évidemment. Alors, toujours pendant la conférence de presse, le président Emmanuel Macron a fait une proposition selon laquelle il faudrait que le Cameroun s'agrippe à lui pour pouvoir faire reculer le phénomène de corruption. Alors, pensez-vous que la France soit à même de pouvoir aider le Cameroun dans ce sens? Si oui, comment cela peut se faire? Mais encore une fois, hein, c'est cette mentalité-là où il pense qu'il peut venir nous dire ce que nous avons à faire et comment est-ce que nous devons le faire. Non, nous le disons assez, tous les acteurs politiques camerounais le crient tous les jours, décrient la corruption. Donc nous n'attendons pas que la France vienne nous aider à combattre cette corruption, encore qu'elle est à l'origine de cette corruption-là. Parce que faut-il le rappeler, cette corruption a été installée au Cameroun à l'époque coloniale, par ceux qui avaient en charge la gestion de ce pays. Et c'était les colons français, plus précisément. Donc, c'est juste la conséquence de ce qu'ils ont instauré ici chez nous. Et d'ailleurs, ils n'ont pas arrêté de procéder par cette méthode-là. Les affaires de corruption, vous savez très bien les mallettes d'argent avec ELF, vous savez bien les mallettes d'argent avec les différents chefs d'État africains, oui, n'est-ce pas, en rapport avec la France. Vous savez également les commissions, n'est-ce pas, dont on reprochait Jacques Chirac pour ce qui est de la vente d'armes. Donc la corruption, ce n'est pas les Français qui vont venir nous apprendre à lutter contre la corruption. Ce qui veut dire que la France n'a pas de leçon à donner au Cameroun. Mais non, du tout. Nous le faisons déjà tous les jours. Nous qui sommes de l'opposition, nous le faisons déjà tous les jours. Donc, sauf que ça n'a pas d'écho.
Mais est-ce que vous pensez donc que c'est avec la France que ça viendrait avoir un écho? On ne sait jamais. Puisque la corruption date de l'époque de la colonisation. Oui. Ce n'est pas un nouveau phénomène. Et si le colon arrivait à vous présenter une nouvelle formule pour combattre cette corruption? Oh non, je crois que c'est un discours qui permettait juste de meubler le temps. Ce qu'il avait à dire, il l'a dit au président de la République. Ce qu'il avait à faire, il a fait là-bas. Maintenant, ceci c'était juste pour la forme, de mon point de vue. Alors, nous allons ancrer maintenant de plein fouet, acceptez-le une fois de plus, dans ce sujet. Depuis l'annonce de l'arrivée de M. Macron au Cameroun, ou alors en Afrique, il y a eu des supputations par-ci par-là. Certains partis politiques au Cameroun sont allés même jusqu'à parler ou alors évoquer l'expression gré à gré, le remplacement au sommet de l'État camerounais, qu'il vient au Cameroun pour acter cela, pour que cela soit vraisemblablement mis sur pied. Vous, en tant qu'homme politique du PCRN, quelle est la lecture que vous faites de cela? Il faut dire quand même que nous avons observé une espèce de teasing qui se fait depuis un certain temps, oui, en faveur d'un certain prétendu candidat, n'est-ce pas, fils du chef de l'État. J'aimerais que vous citiez son nom. Non, je n'ai pas besoin de citer son nom, mais nous avons vu des affiches circuler, oui, nous avons vu des vidéos, nous avons vu des pancartes, et en réalité, on ne comprenait pas que cet acteur-là intervienne au moment de la visite du chef de l'État au Cameroun. Ce qui a donc laissé croire qu'il y avait un message qu'on voulait passer au peuple camerounais, qu'on voulait faire accepter au peuple camerounais. Or, dans la vie politique quotidienne, il est absent. Il ne figure nulle part. Donc, j'apprécie la réaction, n'est-ce pas, de la classe politique tout entière qui s'est levée, contre cette manière de procéder et a mis en garde le président français pour lui dire, vous arrivez au Cameroun, nous espérons que vous ne parlerez que des intérêts de la France et du Cameroun. Pour ce qui est de la succession, c'est une histoire typiquement camerounaise qui ne vous concerne pas et vous ne devez pas vous mêler de cette affaire. Et si jamais vous le faisiez, vous nous rencontrerez sur votre chemin. Parce que nous n'accepterons pas qu'il y ait un passage de témoins, n'est-ce pas, autre que par la voie des élections. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'au PCN, si vous l'avez vu, il y a eu une contre-attaque, n'est-ce pas, dans les images également, pour dire que nous n'accepterons pas que le pouvoir se passe autrement que par la voie des élections. Très certainement, je ferai mes les citations de votre leader. Merci. Alors, si vous me le permettez, avant que l'on arrive, je vais faire une petite pirouette. Alors, comment avez-vous vu la mobilisation autour de l'accueil du président Emmanuel Macron à Yaoundé? Les villes qui ont été rendues propres, la ville de Yaoundé a fait peau neuve. On a vu des casses un peu de partout, des comptoirs de femmes, des barrières qui ont été cassées parce qu'on voudrait que la voie soit propre. On a vu cette forte mobilisation des étudiants à Yaoundé, que ce soit de Soa ou d'Ongwa et Kélé. Alors, quelle est la lecture que vous pouvez faire de tout cela? Est-ce que lorsque le président Paul Biya se déplace pour n'importe quel pays européen, il y a ce genre de mobilisation? Je voudrais dire que pour le coup de neuf que la ville de Yaoundé, n'est-ce pas, a eu, oui, on pourrait souhaiter que le président Macron arrive au Cameroun tous les jours. Ah bon? Si à chaque fois qu'il doit arriver, la ville doit bénéficier d'un coup de neuf, alors qu'il arrive chaque fois. Comme ça, au moins, la capitale, et d'ailleurs qu'il fasse le tour de plusieurs grandes villes du pays qui vont également bénéficier de ce coup de neuf. Non, en réalité, on n'a pas besoin d'attendre la visite d'un chef d'État étranger pour faire la propriété chez nous. Parce qu'à cette allure, on a eu comme l'impression que c'est un maître qui venait visiter ces plantations et dont les concremères se devaient de pouvoir aménager les alentours du champ. Non, je crois que les gens se sont rendus compte, ceux qui ont la charge de nous gouverner, se sont bien rendus compte que la ville n'est pas dans un bon état. Alors, il fallait lui donner un coup de neuf. Je regrette donc qu'ils attendent ces moments-là, n'est-ce pas, pour faire des aménagements ou des réaménagements à l'intérieur de la ville. Nos villes méritent d'être propres. Nos villes méritent d'avoir le standard des villes internationales et surtout la capitale politique de notre pays. Donc, à l'occasion, elle a bénéficié d'un coup de neuf. C'est une bonne chose, mais nous regrettons que l'on attende tout simplement les visites pour lui donner ce coup de neuf. Alors,
Dans le même ordre d'idée, il y a également que hier, à l'arrivée du président Emmanuel Macron, celui qui prétendrait être adoubé au sommet de l'État, son mouvement qui se réclame à lui, je vais le dire, les sympathisants ont été molestés, leurs pancartes ont été arrachées. Est-ce qu'eux aussi, ils n'avaient pas le droit d'accueillir le président Macron? Cette question me surprend un peu. Parce que vous savez très bien que, jusqu'à preuve de contraire, le seul parti qui a la possibilité de se déployer sur le terrain comme il veut, c'est le parti au pouvoir. La seule association qui a le droit de se mouvoir, c'est justement le parti au pouvoir. Et tous les autres ne peuvent pas bénéficier de ces mêmes égards-là. On peut donc comprendre qu'ils se soient déployés de cette façon-là. Et on voit clairement qu'il y a une partie de ceux qui sont en charge des affaires du pays qui soutiennent cette action-là et d'autres qui ne soutiennent pas. Et donc, ceux qui ne soutiennent pas se sont occupés de ceux qui sont venus s'amuser avec des pancartes. Là. Alors, cependant, je vais citer le nom de la personne dont il s'agit. Il s'agit bel évidemment de Franck-Emmanuel Biya, le fils de l'actuel président de la République du Cameroun. Je vais poursuivre parce que je suis en train d'introduire cette partie où le leader du parti camerounais pour la réconciliation nationale, par ailleurs l'honorable Cabral Libby, a répondu froidement et de manière crue à l'analyste économique Dieudonné Issomba dans une de ses sorties qu'il a faites sur un plateau de télévision. Je vais citer, si on apprend que maintenant, Franck a remplacé son père, ceux qui s'agitent là vont faire quoi? C'est ce que dit Dieudonné Issomba. Fin de citation. Maintenant, c'est l'honorable Cabral Libby qui répond. Si vous me permettez, je cite, Dieudonné Issomba, dites-leur d'essayer juste pour voir. Vous verrez ce que feront ceux qui s'agitent là. Comment appréhendez-vous d'abord cette supposition de Dieudonné Issomba et la réponse que donne Cabral Libby? Ben, je vous l'ai dit, on veut nous faire accepter une forfaiture. On veut nous laisser croire que on ne pourra rien faire si celui-là venait à rentrer dans le palais sans passer par les élections. Alors, le président Cabral leur a répondu clairement que le peuple camerounais se lèvera comme un seul homme pour barrer la route à tout imposteur, à cette imposture. Ce ne sera jamais accepté si ça ne passe pas par la voie des élections. Et c'est pour ça qu'il a continué en disant vous serez obligés de nous tuer tous ou alors on ira aux élections. Est-ce que ce n'est pas grave, ce genre d'affirmation qu'a fait le leader? Vous allez nous tuer avant de passer. C'est pas assez grave. Qu'est-ce qui est plus grave? Vouloir passer en force ou s'opposer au passage en force? Est-ce qu'il faudrait donc s'opposer pour que des milliers de Camerounais meurent? Je vous pose la question, qu'est-ce qui est plus grave? Est-ce le passage en force sans passer par les élections ou alors s'opposer au passage en force? C'est moi qui vous pose la question de savoir. Je réponds donc moi-même à cette question pour dire que c'est plus grave encore que de vouloir passer en force sans passer par la voie des élections. Et vous pensez qu'il y aura des Camerounais aussi conséquents qui accepteront de se ranger derrière un leader camerounais afin de s'opposer contre le gré à gré dans ce pays? C'est la question que je vous pose. Le chef de l'État lui-même a dit le peuple camerounais est mature. Et la maturité du peuple camerounais ne lui permettra pas d'accepter une imposture. Quelqu'un sorti de nulle part, venir entrer dans le palais de l'unité sans passer par les élections, ça ne passera pas au Cameroun. Vous dites parfaitement que la maturité du peuple camerounais n'acceptera pas que quelqu'un puisse entrer au palais sans pour autant passer par les élections. Or, en 2018, il se peut que des partis politiques ont contesté contre le résultat des urnes. Pourquoi ces mêmes partis politiques n'ont pas demandé au peuple de sortir pour pouvoir revendiquer cette victoire qui aurait été volée? Ben, écoutez, vous parlez là d'un parti qui s'est réclamé vainqueur. Qui s'est réclamé vainqueur, qu'il n'a véritablement pas été, parce qu'il n'a pas pu mobiliser. Il n'a pas pu mobiliser. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. S'il avait été élu, s'il avait été vainqueur, il aurait pu mobiliser. Vous estimez que le président Je n'estime pas, nous constatons tout simplement qu'à un moment donné, il a dit qu'il avait gagné. Puisqu'il a bien dit, sur la base des procès-verbaux à sa possession, il est le vainqueur. Et vous estimez que c'est faux? Ce que je dis, c'est que nous n'accepterons jamais une telle forfaiture que quelqu'un
qui n'est pas passé par les élections, n'est-ce pas, s'installe au palais de l'unité. On ira tous aux élections et c'est le peuple camerounais qui va départager les uns et les autres. Nous disons que si notre candidat est vainqueur, nous au PCRN, personne ne l'empêchera d'entrer au palais de l'unité. Personne. S'il est vainqueur. Peut-être d'autres l'ont accepté, comme vous affirmez que quelqu'un d'autre a gagné. D'accord. Ceux qui l'ont voté ont accepté qu'il reste dehors sans aller au palais. Mais nous disons que si le nôtre gagne, nous l'accompagnerons jusqu'au palais. Alors je vais vous poser une question qui va apparaître comme une petite blague. Et si Franck Biya était investi par le parti de son père? Ben, là encore, nous disons que il n'y a pas de délit de patronyme. Oui. C'est pas parce qu'il est le fils de l'autre qu'il n'a pas le droit de se présenter. Mais qu'il se soumette au jugement du peuple camerounais. C'est ce que nous disons, tout simplement. Justement, nous n'avons pas de problème avec son patronyme. Oui. Qu'il se présente comme tout le monde. S'il est investi par le parti de son père, il n'y a pas de souci. Il viendra compétir avec nous. Il dira au peuple camerounais qu'est-ce qu'il leur propose. Quel est son projet de société, quel est son programme. Le nôtre est déjà connu. Et le peuple souverain en décidera. Alors, je vais revenir un tout petit peu. Pensez-vous que le président Paul Biya soit à même de piétiner la Constitution et laisser passer cela? Ben, écoutez, ça devient subjectif si je dois émettre un avis ici. Il est légaliste jusqu'à présent, il a toujours respecté la Constitution et d'ailleurs, c'est sur la Constitution qu'il s'appuie pour poser tous les actes qu'il pose. Il a rappelé aujourd'hui que le Cameroun est géré sur la base d'une Constitution et s'il est au pouvoir, il est encore là pour, je crois, 3-4 ans. Donc, au vu de la Constitution. Donc, je ne pense pas, je ne le vois pas en train de piétiner la Constitution. Mais si jamais... Dans le même temps, je vais vous relancer. Comment avez-vous trouvé la question de la journaliste de Radio France Internationale sur la question de transfert générationnel ou alors du départ du pouvoir? Est-ce que c'est une invective ou alors une question comme toute autre? Ben, c'est une question qui revient. On se rappelle que lors de la visite de François Hollande, la même question était venue. Bien évidemment. Et cette fois-ci, c'est une journaliste qui a posé. Et on sait comment est-ce qu'il avait répondu. Même cette fois-là, c'était un journaliste français toujours qui avait posé la même question. Oui. Donc, ils ont toujours posé le problème de la longévité au pouvoir du chef de l'État. Et à chaque fois, ils trouvent une réponse à apporter à cette question-là. Alors, admettons que cette option de gré à gré soit en gestation. Vous, que parti accepterait-il de se joindre à un autre pour concret cela? Non. S'il s'agissait peut-être que le PCRN se joigne au MRC, au SDF, à l'UDC, à l'UNDP, bon bref, laissons l'UNDP ou alors un autre parti. Est-ce que le PCRN accepterait de se joindre à un autre parti? Mais je l'ai dit tout à l'heure, nous avons vu les sorties des principaux leaders de ces partis politiques pour s'opposer à l'immersion, à l'immixtion, n'est-ce pas, de la France dans les affaires de succession au Cameroun. Et donc, si d'aventure cela venait à se produire, ils seront obligés, n'est-ce pas, de se mobiliser. Bon, maintenant, est-ce qu'ils vont se mettre ensemble pour le faire? Je n'en sais rien. Et je vais en profiter quand même pour déplorer le fait que jusqu'à présent, on ne voit pas une stratégie commune de la part des partis politiques de l'opposition, n'est-ce pas, pour ce qui est de la conquête du pouvoir. C'est vrai qu'ils ont commencé à se plaindre. Mais si ça venait à se présenter, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils se plaindraient davantage? Non. Ils doivent se préparer à prendre le pouvoir. Et la prise du pouvoir se prépare. On doit le ressentir, on doit le voir dans les différents actes qu'ils posent, dans les actions qu'ils posent. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, chacun joue au beau. Chacun estime être le plus fort, le plus grand. Or, partout où il y a eu alternance, et il y a eu, n'est-ce pas, des regroupements, des partis d'opposition, quelquefois même avec des franges, des dissidents, pour pouvoir accéder au pouvoir. Vous avez le sentiment que si les partis d'opposition continuent d'aller en rond dispersé, il n'y aura jamais de conquête au pouvoir? On ne pourra jamais renverser le régime en place. On peut tirer les conséquences de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Depuis 1992, ils sont toujours allés en rang dispersé. Et on voit quels sont les scores qui sont les leurs. Je crois qu'il est temps. Il est temps que les partis de l'opposition
travaillent à la conquête du pouvoir, quitte à ce qu'ils finissent par avoir un gouvernement d'union nationale. Et je vais en profiter pour dire, ça tombe bien parce que les partis politiques, pour la plupart, ont des congrès en gestation. Oui. Notre parti prépare son congrès. Je crois que le SIF et le MLC également, dès l'année prochaine. Oui. Ça devra être les occasions pour faire des choix politiques majeurs quant à l'avenir de ces partis politiques, quant à l'avenir de notre pays, pour voir est-ce que ces partis politiques peuvent travailler d'un commun accord. Est-ce qu'ils peuvent engendrer des dynamiques, susciter des dynamiques ou accompagner des dynamiques? Ça, c'est des questions auxquelles ils devront répondre. Mais, comme je le dis, l'union fait la force et l'opposition, ce qui lui manque le plus, c'est qu'elle n'est pas unie. Et donc, elle est faible. Justement, il faudrait travailler le conseil, il faudrait l'union pour faire la force. Mais cependant, il se trouve qu'il y a un véritable problème de leadership. Si jamais il faille que ces différents partis politiques s'unissent, il y aura un problème de leadership. Oui. Est-ce qu'on veut passer devant? Le problème de leadership ne date pas d'hier. Il date d'après 92, Oui. de l'élection présidentielle. Et à cet effet, je voudrais dire ici que l'opposition de 1990 a été domestiquée. 32 ans à l'opposition, ça use. Cette opposition a été domestiquée. Elle a donné tout ce qu'elle a pu. Aujourd'hui, elle est dépassée. Et vous voyez, la scène politique revit aujourd'hui grâce à la venue d'un jeune loup, donc Cabral Libye, qui est venu raviver la scène politique. Nous souhaitons que cela se passe dans tous les autres partis politiques, qu'il y ait des jeunes leaders qui émergent, qui ont une vision prospective sur leur pays. Parce que ceux qui sont là, c'est ceux qui se battent depuis 90 contre le président Paul Biya qui est en place. Ils ont tout donné et nous leur en sommes reconnaissants parce que c'est grâce à eux que nous pouvons s'exprimer ici aujourd'hui. Oui. Ils ont pu obtenir la liberté de presse, ils ont pu obtenir, ils ont pu gagner un certain nombre de combats, mais aujourd'hui, ils sont essoufflés. Quand je dis ils ont été domestiqués, c'est-à-dire qu'ils se sont accommodés au fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils accompagnent quasiment le parti au pouvoir. À chaque fois, il y a des petites sorties, à chaque fois, on arrête, on libère. Vraiment, ça ne fait pas bouger les choses, ça ne fait pas avancer les choses. Il faut des nouveaux leaders. Et je vais profiter de vos antennes pour appeler les Camerounais de tout âge qui restent à l'écart de la scène politique. C'est le moment de s'engager. Qu'ils s'engagent parce que le Cameroun ne se fera pas sans eux. Le Cameroun se fera avec eux. Les aînés, ils ont donné ce qu'ils ont pu. Aujourd'hui, c'est à eux, n'est-ce pas, de prendre leur destin en main. Quelle que soit la formation politique de leur choix, c'est à eux de prendre leur destin en main. Et je pense qu'à partir de ce moment, il sera beaucoup plus facile aux leaders qui seront à peu près de la même génération de s'entendre, de regarder dans la même direction. Ce qui manque le plus aujourd'hui. Justement, vous parlez très bien, mais je vais lui dire, les Camerounais ont besoin d'y croire, tout en s'engageant. Mais maintenant, il y a un véritable problème de crise de confiance. Avec cette flambée d'appréhension qui vient un peu de partout, qui dit surtout que le PCRN est un parti satellitaire. Est-ce que vous pensez que ces Camerounais pourraient être convaincus de la logique ou de l'idéologie du PCRN? Je vous ai dit tout à l'heure que les jeunes doivent s'engager, quel que soit le parti. Mais qu'ils s'engagent en politique. Parce qu'il s'agit de leur avenir, de l'avenir de leurs enfants. Pour ma part, je pense que le PCRN, qui a un projet de société connu, qui propose une forme de gouvernement qui est connue, pour nous, au PCRN, c'est la meilleure. Elle est certes perfectible, pour l'instant, c'est ce que nous avons comme offre. Je ne vois pas en quoi est-ce que nous sommes un parti satellitaire. De toutes les façons, on dira toujours les choses, n'est-ce pas, sur nous. Nous avons une posture, nous sommes la voix du milieu, la voix qui doit s'exprimer, la voix qui ne s'arrime pas à la voix de ceux qui sont au pouvoir, à la voix de ceux qui disent que tout est mauvais. Nous sommes la voix du milieu, la voix de la raison. Quand on colle cette image à vous, au parti, comment vous sentez-vous?
Qu'en disent de vous un parti satellitaire du parti au pouvoir? Ben, c'est ceux qui n'ont rien à offrir aux Camerounais. Parce que nous offrons un projet politique. Nous venons avec le fédéralisme communautaire que nous offrons aux Camerounais. Que ceux qui ont une offre concurrente l'apportent aussi. Et que le débat soit sur les idées, pas sur les ressentiments, pas sur des avis subjectifs qui sont discutables. Vous voyez? Oui. Donc, nous aimerions bien avoir des débats qui ancrent à une idéologie, à une manière de gérer le Cameroun. Sauf que ce projet relatif au fédéralisme communautaire a été refuté par plusieurs personnes, comme quoi il s'agit d'une autre forme de tribalisme qui va être proposée au Cameroun. Qu'est-ce que cela propose? Pour l'instant, nous, c'est notre proposition. Qu'ils apportent la leur et le peuple camerounais, qui est seul juge, avisera au moment des élections. Les avis sont partagés là-dessus. C'est une œuvre intellectuelle qui est discutable, forcément. Mais nous l'apportons comme contribution au débat national. Nous avons un projet de société, nous le proposons. Et les Camerounais vont sanctionner. Il est certes perfectible. Et à ce sujet, nous attendons toutes les contributions pour l'améliorer. Et d'ailleurs, même si on prenait le pouvoir aujourd'hui, il ne serait pas totalement implémenté, puisqu'il demande du temps pour être implémenté. Et au fur et à mesure, on trouvera le moyen de le réajuster. Mais pour l'instant, c'est une offre et nous attendons des offres concurrentes. Pas des avis, pas des dénigrements comme les gens sont en train de le faire, comme certaines personnes sont en train de le faire. Alors, avant que nous poursuivons cette émission, je vais essayer de faire une petite rétrospective de cette émission pour vous poser cette question. Que bien les Camerounais se posent, bien évidemment, puisque lorsque nous annoncions l'émission, ça peut être essayé de passer dans le cerveau de tout le monde. Monsieur Vincent de Poilier, vous communiquez actuellement au nom du parti ou en votre propre nom? Ben, je vous poserai la question. Qui avez-vous invité ici? C'est moi qui le communicant du parti? C'est moi qui vous pose. Ou vous avez invité l'homme politique? Je crois me rappeler que pendant la présentation, oui, dès votre première prise de parole, vous avez dit, Monsieur Vincent de Poilier, oui, homme politique, conseiller municipal. Conseiller municipal. Est-ce qu'il y avait autre chose derrière? Et si je me souviens, j'ai parlé également de votre suspension. Et par la suite, j'ai également parlé de votre démission de la team de communication. On parlait de présentation. Oui. Là, ce n'était pas la présentation. Vous m'avez présenté oui, comme homme politique, conseiller municipal. Maintenant, quelle est l'autre question que Allons-y terre à terre. Vous parlez en votre propre nom ou au nom du parti? Moi, je vous demande, à quel nom vous m'invitez? C'est moi qui vous pose la question. Je suis le seul à poser la question sur ce plateau. Mais vous avez invité l'homme politique, conseiller municipal. Et je crois que ce que je dis ici, oui, actuellement, c'est un effort de réflexion, c'est un avis que j'apporte comme acteur politique qui s'affirme sur la scène nationale, qui donne son avis sur ce qui s'est passé. Tout simplement. Oui. Donc, je ne pense pas être en train de faire une communication ici pour le parti, même s'il est vrai qu'il est difficile de détacher mon image de celle du parti auquel j'appartiens. Oui. Voilà. Ok, avançons. Hier, à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, puisque c'est l'actualité qui est en vogue maintenant, on ne peut pas se passer de cette actualité, le président Emmanuel Macron a été reçu accueilli, je vais dire, par le Premier ministre du Cameroun, en la personne de Joseph Dion-Bouté. Quelle image? Ou alors, comment interprétez-vous cela? On peut dire enfin. On peut dire enfin parce que ça nous embêtait souvent de constater que le chef de l'État est obligé, que ce soit sous la pluie, sous le soleil, très tard dans la nuit, qu'il soit obligé de se déplacer pour aller accueillir les autres chefs d'État, alors que l'inverse n'est pas toujours vrai. On l'a souvent vu aller de l'autre côté et il n'est pas toujours reçu, n'est-ce pas, par le chef de l'État. Donc, on peut également dire, je ne maîtrise pas trop les ordres protocolaires. Peut-être qu'il y a une différence entre une visite d'État et une visite officielle. Bon, ça semblait être une visite officielle, n'est-ce pas? Oui, une visite officielle. Voilà. Donc, je crois que peut-être à l'occasion de la visite officielle, le chef de l'État n'est peut-être pas obligé de venir accueillir son homologue. Est-ce que vous ne voyez pas en cela une incapacité du président de la République à pouvoir tenir debout durant toutes ces minutes la revue des groupes, l'exécution de l'hymne national, avant d'aller dans le salon présidentiel de l'aéroport? Mais vous connaissez un homme de 90 ans qui soit capable de faire tout cela?
Mais non, il ne faut pas trop demander au chef de l'État. Compte tenu de son âge, on peut comprendre qu'il soit physiquement affaibli. Ça, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Il n'y a pas de honte à en parler. Et nous devons le respecter pour le don de la vie dont il a bénéficié et dont il continue à bénéficier. On doit le respecter pour cela. Mais ce que nous disons, c'est que pour ce qui est de la gestion des affaires du pays, il est temps qu'il prenne sa retraite, qu'il tire sa révérence. Est-ce que vous pensez que ce sera facile comme ça qu'il prenne sa retraite? De toutes les façons, c'est ce qu'on lui souhaite, qu'il ait une retraite paisible. Mais s'il estime qu'il a encore la force, et si le peuple camerounais accepte de le voter, le peuple l'aura choisi. Mais nous pensons que nous sommes une meilleure alternative, n'est-ce pas, pour prendre le relais, pour relever le défi, n'est-ce pas, de diriger le Cameroun. Alors, sur ce même fil à la question posée par la journaliste française, relativement aux élections de 2025, oui. Il a dit que la Constitution en parlera. Et ouais. Également, on parlait d'une certaine théorie de 7 moins 3 ou 7 moins 4. Ouais. Un calcul mental de ce genre pour dire que voilà le nombre de temps qu'il me reste et si ce temps est espéré, je verrai si je dois continuer ou pas. Et selon que le peuple également aurait décidé. Alors, quelle est la lecture que vous faites de cette partie de la conférence de presse qui a été tenue ce mardi 26 juillet à Yaoundé? En fait, je suis un peu embêté par les réactions des uns et des autres. Les hommes d'un certain âge ont des problèmes qui sont connus. Ils ont des problèmes de vue, oui. Ils ont des problèmes d'audition, ils ont des problèmes de faiblesse des membres, c'est-à-dire ils ne se déplacent plus facilement. Ils ont des problèmes de rétention, ça c'est connu. Et donc, si le chef de l'État à un moment donné a posé la question 2 ou 3 fois, c'est tout à fait normal. Maintenant, est-ce qu'on pouvait anticiper? Oui. Est-ce qu'on pouvait lui mettre une oreillette qui lui permette de mieux entendre pour lui éviter ce qu'on a vu? On pouvait le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? J'en sais rien. Sauf qu'il a donné une réponse intelligente et pleine d'humour, ce qui nous laisse penser que le chef de l'État dispose encore de tous ses sens. Et c'est tout à l'honneur de notre pays. Même s'il est physiquement affaibli, au moins il continue à réfléchir. Alors, durant cette même conférence de presse, le président Biya a évoqué la guerre russo-ukrainienne qui impacte considérablement sur la sécurité alimentaire au Cameroun. Et la France, elle également, qui en venant ici dans le pays, a évoqué cette même question, la sécurité alimentaire. Alors, Vincent de Paul, pensez-vous que la France soit à même de pouvoir apporter un pouce au Cameroun sur ce plan-là? Ce que moi j'ai retenu, c'est que le chef de l'État a fait une promesse oui. Au président français, dans ce sens où il verra bien ce qu'on pourra faire pour parler à la Russie de manière à ce qu'elle assouplisse sa position actuelle. Et ça, c'est quelque chose qui est passé inaperçu. Ben écoutez, on dirait que c'était même véritablement le sens de la démarche du président français, qui est venu voir le président camerounais, qui ressort en disant « Ok, je verrai ce que je pourrais faire, n'est-ce pas, pour parler au président russe, pour qu'il assouplisse, n'est-ce pas, le blocus qu'il a fait actuellement. » Vous savez... Comment est-ce qu'il le ferait lorsque, visiblement, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, les relations sont tendues? Ben, je vous rappelle quand même qu'on a vu le président sénégalais qui, au nom de l'Union africaine, oui. Est allé en Russie. Oui. Pour négocier, n'est-ce pas, la levée du blocus. Du blocus, bien évidemment. Et on sait tous que le chef de l'État est, comme ils le disent, hein, et c'est vrai, l'un des plus anciens, il a un très grand carnet d'adresses. Et donc, lorsqu'on vient le voir pour des questions aussi compliquées que celle-là, on espère bien qu'il soit capable de faire quelque chose. Donc, moi, je crois que c'est quelque chose dont on devrait être fier. Pour ce qui est de la position du Cameroun. On se rend compte que la vie du Cameroun compte. Et d'ailleurs, nous l'avons souvent dit, que le Cameroun est promis à un grand avenir, à un grand destin. Mais malheureusement, c'est nous-mêmes dans nos propres turpitudes qui amenons notre pays très souvent à être traîné dans la boue et à jouer les seconds rôles. Le leadership du Cameroun est affirmé et c'est encore affirmé à l'occasion de cette visite.
Vous le dites. C'est mon point de vue. Ok, on vous le concède. Maintenant, le président, pour sortir de cette émission, le président Emmanuel Macron arrive au Cameroun dans un contexte purement tendu, il faut le dire, parce que ce matin, il n'y a qu'un des vaillants soldats, un officier bien évidemment de l'armée camerounaise, est tombé à combat. Alors, quel est le regard que vous pouvez jeter sur la situation, sachant que le président Emmanuel Macron a également évoqué la condition militaire au Cameroun? Alors, vous me permettrez de présenter mes condoléances à la famille de ce compatriote qui est tombé du côté de Kumba, à tous ces compatriotes qui ont perdu les membres de leur famille dans cette guerre qui nous déchire tous. La guerre n'a jamais été une bonne chose et la quête de la paix est permanente. Je crois que des efforts ont été faits, beaucoup reste à faire et nous continuerons à déplorer des pertes en vies humaines tant qu'on n'aura pas pris le temps de nous asseoir, tant qu'on n'aura pas pris le temps, n'est-ce pas, de discuter ensemble pour qu'enfin on puisse regarder dans la même direction. Donc, il faut un véritable dialogue entre les tenants du pouvoir et les compatriotes de l'autre côté. Justement, il faut un véritable dialogue entre les tenants du pouvoir et les compatriotes de l'autre côté, du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est justement la raison pour laquelle le président Emmanuel Macron a évoqué la question de régionalisation, pour que ces différentes entités puissent aussi être autonomes, pour s'auto-assumer, s'il fallait qu'on le dise de cette manière. Quelle est la lecture que vous apportez à cette proposition du président Emmanuel Macron? Ben, je voudrais tout simplement dire qu'il donne là un coup de pied dans l'eau. Les Camerounais l'ont déjà dit, sous plusieurs formes. Actuellement, ce n'est pas le nom qui intéresse. Que ce soit le fédéralisme, que ce soit la décentralisation, que ce soit la régionalisation, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le contenu. On se rend bien compte que les populations ont besoin de se prendre en charge, de gérer elles-mêmes les questions en rapport avec leur vie quotidienne, en rapport avec leur développement, en rapport avec leur soif de liberté. Les populations veulent se prendre en charge. Donc c'est ça le plus important. Maintenant, quel que soit le nom qu'on peut donner, il faudrait qu'on leur donne le pouvoir de gérer leur projet de développement, de gérer leur administration, de gérer tout ce qui les concerne. À partir de là, je crois qu'on aura franchi le cap. Quel que soit le nom qu'on aura donné à cette forme de gouvernance qu'on aura choisi de ce côté-là. Alors, on ne saurait sortir de cet entretien sans toutefois aborder cette situation très alarmante, il faut le dire. La vie qui est désormais au-dessus du porte-monnaie du Camerounais moyen, il parle notamment de la vie chère, le prix de l'huile qui a augmenté sur le marché, les arachides, les pâtes alimentaires et tout et tout. Alors, est-ce que vous allez arriver d'aller au marché d'acheter ne serait-ce que de l'huile pour la maison? Oui, bien sûr. Et lorsque vous y arrivez, est-ce que le prix est toujours comme il était avant ou alors il y a eu une amélioration? Ben, tout le monde sait que tout a augmenté. Et comment vous couvrez cela? Ben, écoutez, ça c'est ce qui se passe quand on consomme ce qu'on ne produit pas et on produit ce qu'on ne consomme pas. Lorsqu'on est incapable d'anticiper sur des situations comme celle-là. Je crois qu'il y a eu une première cote d'alerte qui a été atteinte en 2008, au cours de laquelle le Cameroun aurait pu, n'est-ce pas, anticiper sur les événements qui se produisent aujourd'hui. Le Cameroun s'est contenté à développer, n'est-ce pas, le Bayam Selam, l'achat et la vente du riz, de l'huile, à maintenir les prix. Vous ne pouvez pas fixer les prix des produits que vous ne produisez pas, que d'autres produisent. Donc, ils l'ont fait par des mécanismes d'allègement fiscaux au niveau du port, mais malheureusement, c'était des solutions provisoires. Il faut activer la production locale. Tant qu'on n'est pas capable de produire pour se nourrir, lorsqu'on n'est pas capable de produire pour se vêtir, on a des soucis. Et c'est ce qui est en train de se passer là. On n'a pas été capable d'anticiper ces différents événements. D'accord. Il y a aussi que les pompes à essence sont sèches. Est-ce que vous ressentez cela sur vous? En réalité, je suis à Douala.
J'ai entendu parler de ça, je consomme du super. Ah, vous avez entendu parler? J'ai entendu parler de ça dans les radios et partout, mais j'ai même vu des images. Mais je dis, à chaque fois que je me suis présenté devant une pompe, oui, j'ai pu consommer. Vous avez pu consommer de l'essence. À chaque fois, ici à Douala, j'ai pu consommer. Qu'est-ce qui peut nous expliquer le fait qu'il n'y ait pratiquement pas de carburant à Yaoundé, mais qu'il y en ait ici à Douala? Bon, j'ai pu entendre qu'il y a eu des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Oui. Des problèmes qui étaient liés au manque de liquidité, n'est-ce pas, les intermédiaires, les traders ayant demandé à être payés. Pour le Cameroun, disait-on, n'avait que des CFA, n'avait pas de devises pour payer. Donc, ça, on peut pénaliser, mais bon. Voilà, moi, je ne sais pas trop. D'accord, on va sortir avec ce petit biscuit. Vous le permettez. Depuis quelques jours, ou alors quelques semaines, au port, au tournant de Douala, il y a toute une congestion. Les conteneurs de partout. Pourquoi? Parce que les déclarants en douane ont décidé de faire grève. Ils font grève par rapport à leurs conditions de travail. Et si jamais les conditions ne sont pas allégées, on se rendra compte que les bateaux vont arriver déchargés et il n'y aura même plus de place où est-ce qu'on va pouvoir placer les conteneurs. Avec cette situation, ça va également continuer à rendre le panier de la ménagère dans une terrible souffrance telle que nous est en train de dire maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette situation et surtout au gouvernement en place? Les déclarants ont levé leur mot d'ordre hier. Ils ont repris le travail. Ils ont repris le travail, mais pour que la situation soit vraiment décantée, il va falloir un bon temps. La réalité, c'est que c'est une profession qui n'est pas organisée. C'est une profession qui n'est pas structurée. La profession de déclarant au Cameroun n'est pas reconnue. On reconnaît les transitaires, n'est-ce pas? Mais les déclarants, c'est des intermédiaires en réalité. Et là-dessus, en principe, les déclarants devraient être dans les bureaux des transitaires. Mais ils se retrouvent être des déclarants indépendants. Or, il se trouve qu'à des moments, ils font des tarifications qui s'avèrent être fausses parce qu'ils ne maîtrisent pas justement la base sur laquelle ils doivent tarifer. Et là, ils ont exigé qu'on leur montre, n'est-ce pas, la base à partir de laquelle ils peuvent faire une tarification pour qu'il n'y ait plus de problème avec leurs clients. Donc, comme je le disais, c'est une profession qui demande à être organisée ou réorganisée finalement. Et comme ils ont levé le mot de grève là, je pense qu'ils ont trouvé une solution avec ceux qui sont chargés de faire la tarification. Ah, justement, sauf que eux ils disent plutôt que la valeur de taxation varie en fonction des émotions de la hiérarchie de la douane. Malheureusement, et ça c'est quelque chose à condamner. Les règles de tarification doivent être connues. Moi je suis assureur, on connaît le tarif. Quel que soit le véhicule, quelle que soit la puissance du véhicule, en fonction de la période, en fonction du mode, de la source d'énergie, on sait quel est le montant à appliquer et les taxes y afférentes. Donc il faudrait également qu'au niveau de la douane, que ces tarifications-là apparaissent. Alors, Vincent de Poliédé, nous allons vous dire merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous allons également rappeler à l'ensemble des téléspectateurs qui ont regardé cette émission que vous êtes homme politique et conseiller municipal de Douala-Croisième. Je vous remercie et j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et surtout que j'ai rassuré les militants du parti pour leur dire que je reste et demeure militant du PCRN et que je n'irai nulle part ailleurs qu'au PCRN. Toutefois, ce n'est pas seulement les militants du PCRN qui ont regardé cette émission, mais l'Afrique tout entière, parce que c'est Afrique Info. Je dis merci à toute l'Afrique qui nous a regardé. Mesdames, Messieurs, c'est ici qu'on met un terme à cette édition de 7 minutes pour convaincre. Retrouvons-nous dans un nouveau numéro avec un visage majeur, comme celui de Vincent Yedi, homme politique et conseiller municipal de Douala-Croisième. Bonne suite des programmes.